Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. Est-ce qu'on pourrait se rendre au point de rupture dans les soins de santé? On ne souhaite pas ça, évidemment. C'est une histoire d'horreur qu'on ne veut pas qu'il se réalise. Comprenez bien ça. Mais on n'a pas le choix d'en parler. Et du côté judiciaire, il y a beaucoup de questionnements si ça devait arriver. Je vous rappelle, j'en ai parlé avant la pause, c'est de savoir si on venait dans un embourbement suite au nombre de cas qui augmenterait là, démesurément et qu'on devait choisir entre soigner une personne et en laisser mourir une autre. Qu'est-ce qui arriverait juridiquement parlant? Est-ce que le critère de nombre d'années de vie qui reste pourrait tenir la cour devant les tribunaux? Est-ce que les médecins pourraient être poursuivis? Est-ce qu'il y aurait des injonctions des familles pour stopper tout ça? On en parle avec un analyste judiciaire, maître Frédéric Bérard et docteur en droit. Bonjour, Frédéric. Bonjour, maître. Ça va bien? Ça va, c'est le 31. Ah, bonne année en passant. On va commencer avec bonne année 2021. Oui, même chose à toi et à tous tes auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus nombreux, je le sens. Oh oui, au moins une couple de millions. Désolé, le 31, je suis arrivé avec un sujet assez sérieux. Mais je voulais vraiment, parce que toi, en tant que constitutionnaliste aussi, j'ai des sérieuses questions sur cette histoire de choisir de soigner des gens en lien avec notre constitution et la charte des droits. Comment tu vois ça? C'est sûr que là, on est encore, comme tu le disais, dans l'hypothétique. On espère, franchement, ne pas se rendre là. Mais je suis content que tu suggères cette réflexion-là parce que c'est quand même peut-être idéal, optimal de faire, justement, de tenir la discussion avant qu'il ne soit trop tard. Si je peux dire, on répare la clôture quand il fait beau et non pas quand il pleut. Cela dit, tu vois, quand tu m'as envoyé ça ou quand Hugo, ton recherchiste, m'a envoyé ça hier plus tôt, j'ai fait, ça c'est la question qui coûte cher. Parce qu'on n'a pas de jurisprudence, évidemment, puis heureusement qu'on n'en a pas, ça veut dire que c'est jamais posé, cette question-là ne s'est jamais posée au préalable. C'est certain qu'on devrait faire référence à l'amplitude de l'article 7 de la Charte canadienne qui protège le droit à la vie, la liberté et la sécurité. Donc, c'est certain qu'ici, on serait dans une question, à tout le moins, de droit à la vie. En fait, les trois s'appliqueraient parce que le droit à la sécurité, c'est quoi? C'est ce qui a été, c'est ce qu'on a fait valoir dans les arrêts Morgan Taylor. On s'en souvient, sur les questions d'avortement. Oui. Est-ce que la femme peut se faire avorter si sa sécurité physique ou psychologique est en danger? Si elle ne se fait pas, si elle ne peut pas se faire avorter, dans tous les cas, est-ce que ça brime sa sécurité? Donc, dans ce cas-ci, il y a ce volet-là, de toute évidence. Et le droit à la vie au sens fort du terme aussi. Je pense que quelqu'un pourrait très bien dire, je suis la personne sacrifiée ici. Or, la charte me permet, me garantit ce droit à la vie-là. Si vous ne m'apportez pas les soins en question, mon droit à la vie et donc mon droit à la sécurité sera de toute évidence violé. Et ça impose une obligation qu'on dit positive de la part de l'État. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec ou peut-être le gouvernement du Canada aussi. Une obligation positive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas seulement que l'État ne peut pas violer un droit, c'est que l'État doit agir pour ne pas violer le droit. Et là, dans ce cas-ci, ce serait probablement d'assurer des soins. Une fois qu'on a dit ça, par contre, et c'est pour ça que la question que tu poses est absolument intéressante en théorie, puis j'espère qu'on en restera en théorie, on s'entend, c'est que même si une cour disait vous allez soigner tout le monde, là, si le gouvernement, le ministère de la Santé, dit on vient de vous dire que ça sera pas possible. On est en pandémie, puis il y a, je dis n'importe quoi, mais il y a 15-20% des gens qu'on ne pourra pas traiter, qu'on ne pourra pas soigner. Alors, vous pouvez leur donner ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, en d'autres termes, la réflexion que tu amènes pose une limite, si je peux dire, ou en fait a comme limite l'état de droit, dans un sens. Parce que c'est le choix, c'est pas qu'il soit débordé puis qu'il en échappe, excuse l'expression, c'est de dire, OK, il y a un protocole et on choisit. Ça, je veux dire, ça doit être attaquable. J'ai de la difficulté avec ça.
Et on s'entend que le tribunal dirait, moi, en tout cas, on est dans l'hypothétique encore une fois. Mais oui, je te idéal, dispense de toute responsabilité, sous toute réserve, sans préjudice. Oui. Effectivement, là, on fait une analyse. Là. Et donc, mais même si le tribunal dit soigner tout le monde, parce que tout le monde a le droit à la vie, là, t'as pas moins droit à la vie quand t'as 90 ans que quand t'en as 22. T'as pas moins droit à la vie quand t'es malade que quand t'es en pleine forme. Je veux dire, c'est un droit qui est inaliénable, qui est universel. Parce que c'est de la discrimination, sur l'âge et sur la condition physique. Ben absolument. Ça, c'est l'article 15 de la Charte canadienne, notamment. L'article 10 de la Charte québécoise, qui empêche cette discrimination-là sur des bases comme la race, le sexe, la religion, l'âge. Et là, ici, clairement, que ce serait probablement une question d'âge. Dans la Charte québécoise, on parle aussi de conditions médicales. Ça a été interprété de cette façon-là, en Charte canadienne également. Donc, et ça serait quoi le choix que l'État québécois ferait? Moi, je te garantis que j'aimerais pas être à la place d'un ministre de la Santé qui a à effectuer ce choix-là sous recommandation de la santé publique. Mais de toute évidence, les risques que ce soit une discrimination basée soit sur l'âge, soit sur la condition médicale sont énormes là, par la force des choses. Ben oui, puis qu'est-ce que tu penses d'une loterie? Il y en a qui parlent de dire, ça va être un tir au sort. Ben, écoute, c'est quand même fantastique qu'on ait à se poser ces questions-là. Non, c'est ça. On n'aime pas, là. Mais très sérieusement, c'est effrayant ce que je vais dire là, mais la beauté, entre guillemets, d'une loterie, entre guillemets, ce serait d'éviter une discrimination planifiée. Ouais. Mais c'est atroce. Une discrimination qui donne. Puis là, c'est ça le problème, c'est que ça donne comme une sorte de discrétion dont les barèmes, je sais pas s'ils vont être bien définis, là, c'est dangereux, là. Ben oui, puis en fait, la morale de l'histoire, c'est sûr, mieux vaut prévenir que guérir, là, c'est un bel aphorisme que je viens de dire là, mais c'est parce que c'est sérieux, hein. Pour ceux qui ne croient pas encore qu'on est en pleine pandémie, arrêtez de déconner, là, on est rendu au stade où on se pose ces questions-là et on le savait dès mars et avril l'année dernière, quand on était un peu pris de court, surtout au Québec notamment, on s'est dit combien qu'on a de places disponibles. Et moi, je me rappelle que cette réflexion-là avait été soulevée rapidement. On est passé par-dessus, ça n'a pas été trop long, mais on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on fait si on manque de place? Si on a X machines d'oxygène, ou je ne sais trop comment ça s'appelle exactement, on fait quoi? D'oxygène, puis ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est rendu là, c'est plus seulement parler de la COVID, parce que ça peut être un choix sur quelqu'un qui doit être soigné pour d'autres pathologies, là, d'autres maladies. Oui. Et là, dire un jeune en COVID, on le soigne, on s'en occupe, puis quelqu'un de plus vieux a un cancer ou je sais pas qu'est-ce qui est urgent, là, mais peut-être un arrêt cardiaque, puis on le laisse aller, tu sais, je sais pas. Ça peut toucher beaucoup plus large que la COVID, là. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça a été démontré que la plupart des morts en rapport à la COVID, ces personnes-là, malheureusement, avaient déjà une pathologie afférente en quelque sorte, là. Pas nécessairement un cancer, mais par exemple une insuffisance cardiaque, des trucs du genre. Et là, ça vient encore davantage compliquer l'affaire, parce que là, on tombe dans la philosophie éthique à fond la caisse. Il pourrait y avoir des séminaires de doctorat là-dessus, à se gratter la tête des 45 heures avec un travail de session à 75 pages. Mais je pense pas qu'on a le temps de se rendre là. Mais on sortirait les Platons, les Aristotes et compagnie, puis qui on sacrifie? Est-ce qu'on sacrifie la personne âgée qui a un cancer ou le jeune de 22 ans? Il y en a qui vont dire, la réponse est évidente, peut-être, mais moi, bien franchement, là, je me sens incapable moralement d'avoir à trancher ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est que juridiquement, quand bien même que la Cour exige de soigner tout le monde, s'il y a un problème de ressources, ça sera une outrage au tribunal, puis c'est ça. Et si la Cour a elle-même à faire le choix que je ne veux pas faire ce matin, je te garantis que j'aimerais pas être dans les souliers de monsieur ou madame la juge ou évidemment ultimement la Cour suprême. Et tout ça se rendrait fast track, c'est-à-dire
On s'entend là avec des procédures absolument allégées pour aller le plus vite possible, parce qu'évidemment, le temps étant ici la principale préoccupation, en quelque sorte. Ben oui. Et puis en collatéral, on assisterait à un problème d'accès à la justice. Ceux qui ont de l'argent pourraient faire une requête pour sauver leurs proches. Là, il serait pas long qui aurait peut-être une injonction disant qu'ils doivent maintenir les soins. La personne qui a moins d'argent, ben non, c'est fini. C'est quelque chose. Hein? Tu me fais penser, quand je parlais d'avortement à Morgan Taylor, mais les gens se rappellent certainement de l'affaire de Daigle contre Tremblay, Chantal Daigle, qui voulait se faire avorter et que son ex-conjoint, Jean-Guy Tremblay, lui avait plaqué une injonction en Cour supérieure. Et tout ça s'était rendu en Cour suprême. Il avait fait sortir les juges de la Cour suprême de leurs vacances d'été en juillet. Et la première journée, et là, on s'entend que tout ça, ils ont procédé très, très, très vite, là, pour des raisons évidentes. La femme est enceinte. Il arrive à un moment donné où la question va devenir théorique. Et la première journée des auditions, l'avocate de Daigle, donc Chantal Daigle, la femme dit, juste pour vous dire, monsieur, madame les juges, malheureusement, vous êtes venus ici un peu pour rien ce matin. Ma cliente s'est fait avorter hier à Boston. Alors, merci. C'est ça, c'était fait. Pendant qu'il était à la Cour suprême. C'est ça. Les juges ont décidé de rendre quand même la décision, parce que même si c'était théorique dans ce cas-ci, on savait que ça serait utile pour le futur. Alors, ça me fait penser à ça, parce qu'il y en a plusieurs, les plus riches, qui enverraient possiblement leurs proches se faire soigner, peut-être aux États-Unis, si une telle chose était possible. Moyennant. Le problème, c'est qu'aux États-Unis aussi, sont un peu pas mal dans le trouble, là, parce qu'une pandémie a ça de particulier, c'est qu'elle est mondiale par définition. Ben oui, puis on sait pas le retour des fêtes, c'est la crainte de tout le monde. Hey, on va aller dans encore plus spéculatif, là, puis on va peut-être choquer un peu de monde, là, mais il y en a, qui disent que même, qui sont plus drastiques, qui disent que quelqu'un qui a reçu une contravention COVID, qui a pas respecté une quarantaine, les délinquants de la COVID pourraient, il y en a qui veulent leur enlever la carte d'assurance maladie et qui disent aussi qu'ils pourraient passer en dernier si justement il y a une abondance de cas. Comment tu vois ça? C'est une question difficile. Moi, j'ai de la difficulté avec ce genre de mesures-là. Je pense pas que le manque que l'apathie soit une solution. Cela dit, avoir trop de personnes en fait agir de la façon dont ils agissent actuellement, je te dirais que même moi là, qui est plutôt assez relax là avec les mesures du genre, là, je commence moi aussi à me dire là, si le message passe pas, il va falloir que ça rentre dans le coco d'une manière ou de l'autre, parce que vous avez la tête dure. Écoute, moi je fais des vidéos là-dessus pour expliquer les droits des gens en matière de pandémie. Non, t'as pas le droit de fêter Noël, c'est pas un droit constitutionnel, des trucs du genre. Et puis il y en a encore une tonne qui nie le fait qu'on est en pandémie puis qu'il y a des morts attachés à ça. Je veux dire, écoute, on est rendu là au mois de janvier dans quelques heures. Ça va faire bientôt un an. Vous niez encore ça. Alors, tu sais, à un moment donné, tu as le goût de dire, écoute, s'il y a rien qui rentre autrement, on va y aller avec la méthode forte. Mais au final, est-ce qu'on y gagnerait vraiment? Est-ce que ça serait pas encore davantage un bordel bureaucratique pour faire ça? Puis juridiquement parlant, ça serait on peut pas, ça serait discriminé, je sais pas de quelle forme. On peut pas dire, toi, t'as des mœurs, t'as des tickets de stationnement, tu vois au moins je veux pas, mauvaise comparaison, mais tu sais, tu peux pas te servir de ces étiquettes-là pour dire que quelqu'un est pas bon, là. Écoute, ça reviendra à la même question qu'on a posée. La personne, ici plaiderait sûrement son droit à la liberté, la sécurité, à la vie. Et là, ça va être aux tribunaux de déterminer ce qu'il en est. Donc, est-ce que l'État pourrait forcer quelqu'un à payer pour ses soins de santé si elle a fait le bozo en niant la pandémie puis en n'étant pas respectueuse des règles sanitaires? Encore là, aimerais-tu être le juge qui va rendre cette décision-là? Moi, je sais pas. C'est ça. C'est pas l'impression que je suis capable, moi. Payer, c'est une chose. Paye pour, il s'endetterait. Mais de pas le soigner parce que il y a d'autres gens à soigner. Et là, c'est sûr que juridiquement parlant, ça tiendrait jamais à route. Donc, à ceux qui pensent ça, c'est certain. Hey, puis, là-dedans aussi, t'as les pauvres médecins, parce qu'ils ont un devoir pas une obligation, mais je veux dire, pas de résultat de guérir le monde, mais de prendre des moyens. Eux, ils seraient tout de suite en contravention avec tous les serments d'Hippocrate. Moi, je te garantis que le Collège des médecins, là, si c'est pas déjà fait,
ça va se faire bientôt si cette idée-là continue de faire son chemin. Le Collège des médecins va aller s'asseoir avec François Legault, Dubé et compagnie. Et croyez-moi que le Collège des médecins, si vous cherchez un lobby qui est puissant, là, c'est celui-là. Regardez toutes les augmentations. Je pense qu'ils ont eu 85% d'augmentation en quelques années là, sous le gouvernement Couillard. Ils sont excessivement puissants. Ben, ils vont aller s'asseoir au bureau de Legault, si c'est pas déjà fait, en disant jamais vous faites une affaire comme ça. Vous allez nous mettre dans un trouble épouvantable. Parce qu'imagine les compagnies d'assurance, l'assureur du Collège des médecins, là. Ouais. T'imagines? Imagine? Hey, ça non, c'est parce que je me trompe pas, c'est un des grands droits internationaux, ce serment-là d'un médecin de protéger la vie. Je pense que c'est partout comme ça, là. C'est un des piliers de tout ce qui est responsabilité des médecins, là. Ben oui, absolument. Puis franchement, est-ce que tu veux mettre ça dans la cour des médecins? Est-ce que tu veux laisser à un professionnel je veux dire, nous, on est avocats, ça va, là. Il peut y avoir des choses excessivement graves. Mais, par exemple, prenons un exemple pour nous, que j'invente, là. Deux familles, deux enfants de familles différentes qui sont battus, qui sont tout ce que tu veux comme atrocité, là, on sait que ça existe. Et là, on a le choix en défendre un ou l'autre. Le tribunal peut entendre un ou l'autre des dossiers. Tu fais quoi? Okay. Ouais. Fait que là, imagine, non, mais moi, j'essaie de transporter le dilemme que tu soulèves dans notre profession. Moi, je trouverais ça absolument épouvantable. Je veux dire, donc, j'imagine pour un médecin, est-ce que c'est à lui de décider s'il va sauver Monsieur X ou Madame Y? Ceci dit, ça existe, ces dilemmes-là. Là. Par exemple, en période de guerre, des choses du genre, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Mais même si la loi leur permet, il y en a qui refuseraient, parce que d'un côté, tu aurais la loi, même on l'a vu avec l'aide à mourir, le code criminel avait été modifié, mais il y a des médecins qui refusaient de le faire. Tu sais, c'est parce que... Oui, mais dis-moi si je me trompe, mais je pense que dans cette loi-là, puis peut-être que je dis une connerie, mais je pense qu'on permettait aux médecins de ne pas le pratiquer conformément à leur conscience ou un truc du genre, si je me trompe pas. C'était pas dans le code criminel, mais c'est une évidence parce que eux, ils ont cette liberté-là de profession. Même il y a une époque, je pense qu'ils étaient pas en contradiction avec le droit criminel, mais ils pouvaient l'être avec leur profession, là, quand la façon que la loi était rédigée. En tout cas, autre gros dossier. On a plus de temps, mais très intéressant, Frédéric. Merci. Puis désolé de t'avoir débuté l'année un peu rough, là, mais tu t'en es bien sorti. Je me déprimer bien raide, mais c'est pas grave, on va se repimper tout le monde. Alors, une excellente année à toi, ta famille et à tous tes auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de collaborer avec toi, puis au plaisir de continuer ça en 2021. À toi aussi, bye bye. On se voit en 2021. Restez là, on va aller sur un aspect beaucoup plus positif, la force du mental justement. Et on en parle avec Mesmer que vous connaissez. À tout de suite. Ici